Europe 1 présente Petit Stream entre amis. Bonsoir, Petit Stream reçoit un blogueur. C'est surtout le monsieur sécurité du Parti Socialiste. Il est député du Finistère. Jean-Jacques Urvoas, c'est notre invité avec ce breton. On va parler de la LOPSI. LOPSI, ça ressemble au nom d'un petit chien, mais en réalité, ça veut dire Loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure. C'est la deuxième LOPSI, on va en parler tout à l'heure. La LOPSI entend, entre autres, lutter contre la cybercriminalité. Elle est vivement critiquée par les associations qui défendent notamment les libertés sur Internet. On va parler également des réseaux sociaux, de la régulation du net et on n'évitera pas les questions politique, bien au contraire, sachant que notre invité est strauss-kahnien, c'est ce qu'il vient de nous dire. Avec moi pour vous interroger, Jean-Jacques Urvoas, Jonathan Boucher-Petersen d'Europe 1 Soir et Patrice Thomas, chef du service reportage d'Europe 1. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir David. Allez, je vous rappelle le principe de l'émission, c'est en direct en streaming sur europe1.fr, sur Dailymotion. Vous tweetez, vous facebookez et on pose vos questions à l'invité. Et si vous n'y êtes pas, tout est demain sur Dailymotion et YouTube. Jean-Jacques Urvoas, et si on faisait la LOPSI pour les nuls, qu'est-ce que c'est que cette loi ? Qu'est-ce qu'elle nous prépare ? Je serais tenté de vous dire d'abord que c'est une loi nulle en elle-même, parce qu'elle est incompréhensible pour le grand public. Elle a triplé, voire quintuplé de volume entre le moment où elle a été déposée initialement par le gouvernement, il y a maintenant plus d'un an, presque deux, et le moment où elle est en ce moment discutée par le Sénat. C'est-à-dire que c'est une espèce de voiture-balai des bouffées sécuritaires du gouvernement qui ne cesse de la remplir ou de l'allonger en fonction des éléments d'actualité. C'est-à-dire qu'au discours de Grenoble, par exemple, du président de la République cet été, on a récupéré quelques articles de plus sur des sanctions aggravées pour des personnes qui portent atteinte à l'autorité publique. On pense évidemment aux forces de police ou de gendarmerie. Bref, c'est une loi pleine de faits divers pour une utilité qui est très discutable. Alors, on va en parler en deux parties. Première partie, ces aspects Internet, le volet Internet de cette loi, et puis ensuite, les aspects de politique, de sécurité du gouvernement. Alors, sur les aspects Internet, les associations qui défendent les libertés sur Internet, un certain nombre de blogueurs, sont vent debout contre cette loi qu'ils estiment être une loi liberticide et qui prépare un filtrage et un flicage sur Internet. Est-ce qu'on peut rentrer dans le détail et vous nous expliquer ce qu'il y a et ce qui concerne les internautes dans cette loi LOPSI 2. Alors, la conception de la loi, c'est d'imaginer que l'on peut contrôler Internet par le règlement ou par le décret. C'est d'ailleurs, à mes yeux, méconnaître parfaitement cet outil parce que le droit sera toujours en retard derrière la technologie. Mais le gouvernement estime que ce qui arrive sur les écrans doit pouvoir être contrôlé et donc sanctionné si il y a des éléments qui lui déplaisent ou qui déplaisent à la loi. Donc, c'est une espèce de ligne Maginot pour ceux qui ont des souvenirs d'histoire. C'est-à-dire qu'on construit une muraille en se disant que les ennemis n'arriveront pas à passer par-dessus. Alors techniquement, elle a des volets qui gênent les associations. Quels sont-ils ? Alors il y a un article essentiel, c'est celui qui concentre pour ce qui est d'Internet les critiques, c'est l'article 4 qui porte sur le filtrage. C'est-à-dire que le gouvernement, par un objectif qui est d'ailleurs parfaitement louable et auquel tout le monde peut adhérer, qui est de la lutte contre la pédopornographie, envisage des mécanismes juridiques pour interdire non pas la publication, c'est là que c'est paradoxal, non pas la publication d'images pédopornographiques sur le net, mais d'interdire aux internautes d'aller sur les sites où on peut trouver des images pédopornographiques. C'est d'ailleurs quelque chose que je n'ai toujours pas compris après le débat dans l'hémicycle, même si je confesse, ça c'est mon côté breton, je confesse, je fais remarquer, que le gouvernement ne s'est pas appesanti dans les débats à l'Assemblée sur cette question. Ce n'est pas le sujet qui a le plus occupé les parlementaires. Est-ce par méconnaissance du sujet ou par désintérêt? Je n'ose pas me prononcer, je constate. Je vous coupe une seconde parce que Jonathan. Peut-être que le biais, c'est justement de se dire que les images sont publiées par depuis des pays étrangers sur lesquels la loi française n'a pas de prise et que le seul élément sur lequel l'État peut légiférer, c'est sur les administrés français en disant vous n'avez pas le droit d'aller les voir, quel que soit le pays qui les publie. Oui, mais le gouvernement français a une spécificité, c'est de penser qu'il est
il peut inventer la machine à courber les bananes. C'est-à-dire qu'il invente des règles dont tout le monde a démontré qu'elles ne fonctionnaient pas dans les autres pays. Mais il dit non, mais c'est pas grave, c'est parce que les autres n'ont pas fait comme moi. Moi, je vais réussir à faire ce que personne n'a fait. Le filtrage dans le cas d'espèces, enfin, les cas qui ont existé, je pense à l'Australie, par exemple, ont démontré que ça ne fonctionnait pas. Et d'ailleurs, même si le gouvernement ne veut pas entendre l'opposition, il peut regarder les pays étrangers, on vient d'en dire deux mots, mais il peut regarder les effets de sa propre loi. Parce que Hadopi, c'est la même philosophie. Et je pense que Mme Albanel a fait un travail formidable pour expliquer aux Français qui n'y connaissent rien ce qu'est le cryptage. Parce que Hadopi nous explique aujourd'hui qu'on ne télécharge plus sur Internet. En réalité, moi, j'ai un gamin qui m'a expliqué ça, un fils qui m'a expliqué, non, mais pas du tout. On crypte par un petit mécanisme que l'on peut télécharger pour 3 fois rien et qui permet effectivement de crypter la pièce jointe et on continue à télécharger. Il y a que le gouvernement qui croit qu'il a bloqué quelque chose. Eh bien, pour le filtrage sur l'article 4, il fait exactement pareil. C'est-à-dire qu'il dit, à travers des mécanismes qui sont tellement compliqués qu'il ne veut pas les confier au juge, qui est comme là aussi paradoxal. C'est-à-dire qu'on donne à une autorité administrative la capacité d'interdire un accès alors qu'il n'existe pas d'autres cas comparables, c'est toujours les juges. Et en matière de pédopornographie, c'est quoi la loi simple, nécessaire, auquel vous avez réfléchi et que vous mettriez en place si vous aviez la possibilité de le faire? C'est évidemment de s'attaquer au fournisseur. Enfin, celui qui met les images sur Internet, c'est bien lui le coupable au début. On ne peut pas considérer que ces images arrivent par le fait du Saint-Esprit. Il y a bien quelqu'un qui les met. On arrive à les trouver. Ça veut dire de l'enquête, évidemment. C'est quelque chose de très long. C'est d'ailleurs quelque chose que le gouvernement n'aime pas. L'investigation judiciaire, il y est assez rétif parce que c'est consommateur de beaucoup d'énergie pour les personnels avec une certitude de résultat qui est nulle. On ne sait pas si ça va marcher. Donc le gouvernement préfère s'attaquer à la finalité, enfin aux destinataires, plutôt qu'aux émetteurs. Moi, ça ne me paraît pas tout à fait logique. Donc, Patrice Thomas. Qu'est-ce que vous dites? Vous dites on met en demeure les fournisseurs d'accès d'interrompre le service, c'est ça? On les met en garde sur l'image qu'ils sont en train de diffuser en disant que l'image en elle-même est contraire à la législation française. Et ça, c'est quelque chose qui est faisable. Je ne vois pas pourquoi ça ne le serait pas, puisque le fournisseur d'accès, sauf à estimer qu'il n'a aucune responsabilité, c'est un vrai débat d'ailleurs. Est-ce que le fournisseur d'accès a un droit de regard sur ce qu'il diffuse? Est-ce qu'il est conscient de ce qu'il diffuse? Et s'il n'est pas conscient, il y a une capacité de dissuasion. Dire attention, c'est attentatoire aux droits français, aux libertés publiques françaises, et donc vous vous mettez en infraction. Si après il choisit, c'est la même question alors. Oui, mais encore une fois, moi je ne conteste pas les objectifs. Ce que je mets en doute, c'est l'efficacité. Enfin, je mets même en cause, c'est l'efficacité des mécanismes qui sont choisis parce que ils n'ont jamais été frappés de l'expérimentation. Et donc, je n'aurais pas été choqué que l'on le teste. Pour nous dire, écoutez, on est quand même dans un domaine aujourd'hui qui est parfaitement nouveau. Et donc, on ne peut pas garantir que l'on va atteindre le résultat qu'on a fixé. Donc, expérimentons-le. Mais plutôt que d'expérimenter, on passe tout de suite par la loi, qui n'est d'ailleurs pas votée pour le moment. Et quand bien même elle sera votée, il faudra qu'il y ait un décret d'application. Je crains que dans ce domaine, comme dans bien des domaines français, parce que là aussi c'est un mal français, nous votons les lois. D'ailleurs, une grande partie de nos concitoyens pensent qu'à partir du moment où le président de la République annonce la loi est déjà votée. Bon, mais alors c'est pas vrai. Il faut que le Parlement travaille. Et quand il a travaillé, il n'y a que 40% de nos lois qui sont appliquées, parce qu'on les a votées dans d'une telle rapidité, dans une telle urgence, dans une telle impréparation, qu'au moment où il faut écrire la modalité d'application, la loi ne fixe qu'un principe, la modalité d'application, on se dit, non, c'est juste pas possible cette affaire-là, donc on ne prend pas le décret, et la loi, elle laisse en suspension, et elle ne produit pas ses effets. On a une question qu'on a reçue via Twitter, qui vous pose plusieurs questions. La première, c'est quelle est la position claire du PS sur le projet LOPSI? Et il y a 3 sous-questions. Pourquoi le PS était-il absent aux manifestations contre la LOPSI à Paris? C'était ce week-end. Est-ce qu'il compte faire un recours au Conseil constitutionnel une fois la loi votée, comme annoncé en décembre? Est-ce qu'il promet d'abroger cette loi en cas de réussite à la présidentielle de 2012? Essayez de faire court. On a plus qu'à rentrer chez nous. Alors, la position sur la LOPSI, nous sommes évidemment contre. Nous avons voté en première lecture contre ce texte. En deuxième lecture à l'Assemblée, nous allons voter contre. Et en ce moment au Sénat, les sénateurs socialistes combattent ce texte, donc nous sommes contre. L'alternative, c'est quoi? Alors attendez, mais moi j'avais 3 questions. Ça, on s'en doutait. Il ne faut pas être systématique, on peut être surprenant. Mais sur la LOPSI, il n'y avait évidemment pas de doute. Deuxième élément, est-ce que nous allons déposer un recours au Conseil constitutionnel? Nous en discuterons quand nous verrons le résultat de la loi. En l'état actuel, si elle s'arrêtait, nous envisageons évidemment de faire un recours devant le Conseil constitutionnel, pardon, pas le Conseil d'État, devant le Conseil constitutionnel. Est-ce que nous l'abrogerons? Je n'ai pas de réponse spécifique sur cette loi-là. J'en ai sur l'ensemble des lois qui portent sur le domaine de la sécurité. Nous avons dit que nous n'avions pas de dogmatisme.
journalisme et que nous souhaitions, avant d'annoncer quoi que ce soit, regarder si la loi produit des effets. Parce que nous n'avons pas pour ambition de défaire par principe ce qui a été fait. Donc dans les 42 lois sécuritaires votées depuis 2002, c'est pas tout à la poubelle. C'est par principe pas tout à la poubelle. Il y a 2 que nous avons annoncées, que nous abrogerions par principe parce que c'est contraire à notre conception du droit. Il y en a une sur les peines planchées, parce que nous sommes attachés à l'individualisation de la peine. Celui qui a commis un acte de délinquance doit avoir une réponse de réparation qui est individuelle, non pas automatique. Et la deuxième que nous abrogerons, c'est la loi dite de sûreté, c'est-à-dire une loi qui a prévu de faire une peine après la peine, ce qui est une inversion absolue du droit pénal français depuis que ça existe. Juste une autre question. Les associations qui militent pour la liberté et la liberté sur Internet expliquent que les technologies mises en œuvre, et c'est un de leurs arguments, mises en œuvre pour filtrer, pour pister, pour reconnaître, sont des technologies qui sont utilisées par ailleurs dans les dictatures. Alors là, pour le coup, les dictatures, Corée du Nord, Iran, ces technologies-là, et elles disent voilà pourquoi aussi c'est dangereux. Tunisie, jusqu'il y a peu. C'est un débat sur lequel je ne peux pas suivre parce que moi, je ne donne pas de sens à la technique par elle-même. Ce qui me pose un problème, c'est la façon dont on s'en sert. Un couteau, c'est potentiellement dangereux si vous le prenez par la lame. Si vous le prenez par le manche, c'est plutôt utile. J'imagine qu'on pourra en reparler peut-être si vous le souhaitez, mais c'est comme la vidéo. Pour moi, elle n'est pas surveillance, elle n'est pas de protection, c'est de la vidéo, c'est un outil. Donc la technique en soi ne me pose pas de difficulté. Ce qui m'intéresse, c'est la philosophie avec laquelle le gouvernement l'applique. Le gouvernement chinois, il y a un intranet, il appelle ça lui l'Internet. Il a un intranet qui en fait est connecté à l'Internet. Les Chinois ont l'impression d'être sur Internet. Moi, je condamne évidemment ce type d'utilisation. Là, la philosophie du gouvernement, ça serait quoi ? La philosophie du gouvernement, c'est une philosophie à la Sancho Panza ou à la Don Quichotte, c'est-à-dire qu'il fait croire qu'il peut agir, qu'il peut contrôler, alors qu'en réalité, il sait qu'il n'a pas les moyens. Donc c'est uniquement... Le gouvernement ne croit pas un instant à ce qu'il dit. C'est un effet d'affichage. Il veut donner le sentiment qu'il combat des éléments qui en réalité lui échappent. Il faudrait qu'il dise ce que vous dites, c'est-à-dire je ne peux rien faire. Et je pense que le gouvernement aurait toujours... Il faut accepter de reconnaître quand on ne peut rien faire. C'est ça ce que vous nous dites. Non, je dis pas ça. Je dis qu'il faut lutter avec les moyens, mais il ne faut pas dire que le moyen que l'on utilise garantit absolument le résultat, parce que c'est mentir. Comme il y a un instant, vous disiez le gouvernement sait qu'il ne peut rien faire. Oui, vous disiez que vous, à sa place, vous le reconnaîtriez en disant on ne peut rien faire. Je reconnais... D'abord, je n'aurais pas pris cette mesure. Donc, je n'aurais pas eu à reconnaître que je m'étais trompé. Mais je pense qu'à minima, le gouvernement aurait dû annoncer une expérimentation sur des sujets. On a, par exemple, pendant les auditions sur la loi, l'option en question, nous avons procédé, comme on le fait toujours, à un certain nombre de rencontres avec des gens qui sont spécialistes. Parce que les parlementaires ont ce devoir qui est de voter la loi, mais ils n'ont pas l'obligation d'être compétents sur tous les domaines. Donc c'est nécessaire qu'ils puissent être éclairés. On a entendu les fournisseurs d'accès, on a entendu les gens de Dailymotion ou les gens de Google qui sont venus nous expliquer ce qu'ils étaient capables de faire. Ils nous ont d'ailleurs... Très honnêtement, je suis parfaitement béotien là-dessus, donc je ne vais pas m'avancer de craindre que vos auditeurs croulent sous les questions auxquelles je serais incapable de répondre. Ils ont dit qu'ils n'avaient pas envie de faire grand-chose. Mais ils nous ont expliqué que tel que la loi était prévue, non seulement ça n'allait pas produire d'effet, mais en plus ça risquait de bloquer un paquet d'accès à d'autres sites qui n'étaient absolument pas visés par les sites que l'on souhaitait Alors justement, combattre. on a des tweets en ce sens. On a Valentin qui nous dit en Australie, Wikipédia a été bloqué parce qu'une seule page contenait des images pédopornographiques. Gecko Hopman nous dit également en Australie, avec une telle censure, avec des listes de mots censurés, des associations type cancer du sein se sont retrouvées inaccessibles. Oui, c'est vrai ? C'est ce qu'on nous a dit, en tout cas, je n'ai pas été vérifié, mais c'est ce qu'on nous a dit. C'est d'ailleurs des arguments que j'ai eu l'honneur d'avancer devant le ministre en disant, écoutez, regardez ce qui s'est passé au-delà de vos frontières, c'est-à-dire que tout simplement comparez et puis ne nous sortez pas des solutions qui n'ont pas produit d'effet. Moi, je voulais revenir plus largement sur la question de la sécurité. On a beaucoup dit en 2002 particulièrement, en 2007 aussi, que le PS avait un problème, ou qu'en tout cas l'opinion trouvait que le PS n'était pas crédible sur ces questions. Beaucoup de responsables à gauche l'ont reconnu, ou en tout cas ont fait œuvre en disant qu'ils avaient travaillé et qu'aujourd'hui, enfin, le PS avait un discours. Je voulais vous demander assez simplement, qu'est-ce que vous avez compris que vous n'aviez pas compris avant ? D'abord, ce qu'on recherche, c'est qu'en 2012, quand nous serons au gouvernement, nous allons bâtir une politique qui sera efficace. Mais d'abord, il faut être élu. Donc, qu'est-ce que vous avez compris ? Elle est formidable, celle-là. Oui, on a compris que ce que nous avions fait jusqu'en 2002 n'était pas suffisant pour garantir la sécurité des Français qui avaient le sentiment de ne pas l'être. Donc nous avons compris qu'il fallait nous inspirer de nos élus
maires, pour l'essentiel, qui ont d'ailleurs 2 grands mérites. Souvent, ils sont réélus et ils sont directement confrontés à ces questions de sécurité. Et s'ils sont confrontés à ces questions de sécurité qui sont réélus, c'est donc que les solutions qu'ils appliquent localement sont de bonnes solutions. Et donc, mais au PS, ils sont souvent considérés comme sécuritaires, ces maires-là. Très honnêtement, c'est une histoire dépassée, ça. Aujourd'hui, les socialistes, sur cette question, sont pragmatiques à la recherche d'une efficacité parce que la situation s'est dégradée. Le ministre va d'ailleurs, vendredi matin, publier son bilan. Il ne peut être que mauvais puisque dans ce domaine, Brice Hortefeux n'a qu'un bilan, c'est celui de l'échec. La situation s'est dégradée. On a supprimé des policiers. Vous savez qu'à la fin, en 2012, on aura supprimé 15 000 postes de policiers et de gendarmes. Ils peuvent être des magiciens, les policiers et les gendarmes. Mais si vous en mettez moins dans la rue, vous aurez du mal à garantir mieux la sécurité. Donc ça, c'est un bilan qu'a Brice Hortefeux. Mais ça, c'est pas votre propre bilan de cette incompréhension avec les Français en 2002 et 2007. Là, vous repartez sur un discours qui est de dire qu'ils font mal et que vous ferez mieux. Ouais. C'est tout à fait légitime. Qu'est-ce que vous n'aviez pas compris ? Vous n'aviez pas pris la mesure de ce sentiment d'insécurité ou vous n'aviez pas les armes pour y répondre ? Ou il y avait des tabous que vous n'aviez pas levés, surtout, peut-être. Est-ce que vous avez été naïf comme les vidéosurveillance D'abord, je ne crois pas qu'on a été naïf puisque nous avions été ceux qui ont inventé une doctrine qui était la police de proximité que Nicolas Sarkozy a tué par dogmatisme et dont nous n'avons pas encore pu justement mesurer les efficacités. Il finit par y revenir par il va y revenir parce que c'est la bonne solution. Là aussi, c'est la solution qui est appliquée dans tous les pays. La seule police efficace, c'est une police qui dure sur un territoire, qui connaît les gens qui y habitent et qui protège ceux qui y habitent. Donc, il faudra y revenir. On a mis ça en place en 2000, 2001. Il l'a tué en 2002. Bon. Donc, je ne peux pas dire qu'on a été angélique ou quoi que ce soit, puisque justement, nous avons mis plus de policiers. Mais vous vous trouvez moins minoritaire au PS qu'il y a quelques années. Vous, François Rebsamen, Gérard Collomb, autant de personnes, ou même Manuel Valls, des gens qui avaient un discours taxé de sécuritaire au PS, je le répète. Aujourd'hui, vous faites quasiment l'unanimité autour de vos propositions. Oui, parce que nous avons, encore une fois, pardon de le répéter, mais nous sommes inspirés de ce que font nos élus, et nos élus font la même politique qui s'appelle Manuel Valls, ou qui s'appelle Adeline Hazan à Reims, ou Gérard Collomb à Lyon, ou Pierre Cohen à Toulouse. C'est-à-dire qu'ils sont confrontés à une demande de protection. C'est leur devoir de concourir à cette protection avec les moyens que sont ceux des élus. C'est quand même une responsabilité de l'État. Donc ce que nous allons faire demain, c'est tirer les leçons de cet sentiment de priorisation. Par exemple, je crois que nous n'avons pas accordé assez d'attention aux victimes. Nous sommes beaucoup intéressés à la prévention et nous avons eu raison. Nous sommes beaucoup intéressés. Justement, il ne faut pas laisser à Nicolas Sarkozy le fait de s'intéresser aux victimes. Vous savez, quand vous avez la bonne doctrine de sécurité, c'est une doctrine qui repose sur 4 pylônes. Sur le pylône de la prévention, parce que moi j'adore quand les pompiers arrivent à éteindre un incendie, mais je préfère quand l'incendie ne s'est pas enclenché. Sauf que ça prend du temps de débroussailler les forêts, ça coûte de l'argent et on ne mesure pas le résultat nécessairement. Mais quand il y a le feu, on dit on aurait dû débroussailler. Donc je crois à la prévention, je crois à l'interpellation, je crois même à la dissuasion avant. C'est-à-dire qu'il faut dire aux gens, il faut mettre en garde, dire attention, là il y a un acte que vous allez commettre, il est sanctionnable et c'est mieux de ne pas le commettre. Ça s'appelle de la dissuasion. Il peut y avoir zéro tolérance après. Attendez, la prévention, la dissuasion, l'interpellation, et puis encore une fois, pardon, mais il faut dire que la police interpelle, mais c'est la justice qui sanctionne. Donc il faut une bonne articulation entre la police et la justice. Et je pense qu'aujourd'hui, on a atteint des abîmes d'incompréhension entre 2 services publics qui doivent tous les 2 concourir à la protection des citoyens. Et il faut la réparation. Réparation pour la victime, parce qu'elle a été quand même blessée dans ses biens ou dans sa chair, et elle a le droit, elle demande justice, donc il est légitime de lui faire. Mais réparation pour la société, parce que nous vivons dans une société qui a des règles. C'est d'ailleurs pour ça que c'est une société, que ce n'est pas l'anarchie, et que nous pourrons vivre dans un pays à peu près de liberté, même si elle est altérée par moments. Mais quand même, il y a un état de droit. Et bien, cet état de droit, il est garanti par le respect des lois. Donc nous marcherons sur ces 4 pylônes qui sont pour nous la garantie de la cohérence. Jean-Jacques Urvoas, sur la question de la vidéosurveillance... vidéo tout court. Oui, d'accord, on peut jouer sur les mots. Il y a unanimité au PS parce qu'un certain nombre d'internautes, alors soit de la gauche alternative, soit de gauche, disent la vidéosurveillance, non, ça ne fait pas partie des valeurs de gauche. Il y a des caméras de gauche ? Non, il y a un usage de gauche de la vidéo. Oui, mais il n'y a que vous qui faites la différence. Quand on voit tous les gens qui sont opposés à ces questions-là, malheureusement, pour vous, ils ne font pas la distinction. C'est bien pour ça que vous m'invitez. Il y a un manque de pédagogie sur ces questions-là. Je suis ravi de pouvoir y contribuer. Moi, je considère que la vidéo, c'est un outil. Est-ce qu'il est attentatoire à la liberté individuelle ? Oui. Parce qu'évidemment, il filme quelqu'un qui n'a pas choisi d'être filmé. Donc on lui capte son image, donc c'est en soi attentatoire aux libertés. C'est donc pour ça qu'il faut que ça soit encadré.
Encadrer, c'est quoi? C'est d'abord savoir que vous êtes filmé. Je rappelle que dans la loi de 1995 sur la vidéo, on doit savoir qu'on est filmé. Je mets au défi aujourd'hui, dans la plupart des collectivités locales, c'est pas marqué où on est filmé. On doit savoir, c'est la loi. Et moi, je suis un législateur, donc je suis attentif aux lois qui sont appliquées dans ce pays et je combats quand elles ne le sont pas. Le problème, c'est qu'une fois qu'on dit qu'on est filmé aux délinquants, c'est-à-dire qu'on va voir prenons un délinquant, allons le voir, mettons un panneau, attention, vous êtes filmé, il va faire de la délinquance ailleurs. Oui, c'est d'ailleurs pour ça que je ne crois pas que ça soit un outil de prévention. Parce que si c'était un outil de prévention, il n'y aurait pas de braquage de bijouterie ou de banque parce qu'ils sont tous protégés par des caméras. Pour déclencher l'intervention plus rapidement. Mais non, mais la vidéo, à quoi ça sert dans Ça apporte la preuve. Ça peut aider. Ça peut être un outil d'élucidation si vous savez ce que vous cherchez. Et en même temps, il faut aussi dire que si vous mettez des caméras dans un bus ou à l'intérieur d'un lieu clos, une rame de métro ou un quai de métro, vous faites immédiatement chuter les dégradations de biens ou la délinquance. Je ne sais pas pourquoi ni comment, je constate que c'est avéré, n'importe quelle maire vous le dira. Comme les radars sur la route, quoi. Mais c'est un élément de dissuasion. Donc, en soi, ce n'est pas un outil de prévention. Est-ce que ça sert à quelque chose de mettre une caméra sur une place publique? Non. Ça ne sert à rien parce que celui qui sait qu'il y a une caméra et qui a l'intention de commettre un acte de délinquance, soit il se grime, soit il ne savait pas qu'il allait commettre un acte de délinquance parce qu'il a une bouffée de de folie ou alors qu'il est sous l'emprise de l'alcool. Donc il y a 2 secondes, il ne savait pas qu'il allait commettre un acte de délinquance, qu'il y a une caméra ou pas, c'est pas ça qui le fera reculer. Donc à soi seul, ce n'est pas un outil de prévention, mais ça peut être un outil d'élucidation. Mais par contre, c'est utilisable dans les lieux fermés, oui, mais pas dans les espaces publics. Pardon de finir parce que j'ai pas fini mon histoire sur il faut savoir qu'on est filmé, il faut savoir il faut aussi savoir qu'on a droit à accès à l'image qui a été prise, qui est donc quelqu'un qui contrôle cette image. Et nous militons à l'Assemblée nationale et au Sénat pour que la Commission nationale informatique et liberté ait compétence pleine et entière sur les images captées par des caméras de vidéo. Il faut enfin que ça soit la puissance publique. Ça ne peut pas être délégué au privé. Il ne peut pas y avoir de privatisation de l'espace public filmé par des caméras qui sont parfois des caméras municipales. Et enfin, si ça sert à l'État, parce que ça sert à l'État, puisque les mairies qui posent les caméras n'en ont pas l'usage, parce que si on observe un fait d'infraction, on transmet à la police ou à la gendarmerie. Si l'État considère que c'est efficace, et je lui reconnais de dire qu'il peut le penser, alors il faut que ça soit lui qui finance, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisqu'il demande aux autres de financer pour en profiter lui. Je trouve là qu'il y a un manque de cohérence. C'est pas une façon de dire on n'a personne à mettre sur le terrain, mais vous inquiétez pas, bonnes gens, il y a une caméra? Bien sûr qu'aujourd'hui, c'est une manière pour le gouvernement de masquer le fait qu'il enlève des policiers sur le terrain pour dire je mets des caméras, sauf que la caméra, même si ça peut être utile par exemple dans un bus, il faut que quelqu'un regarde l'écran des images qu'on filme. Et donc ça veut dire qu'il y a du monde qui va regarder les écrans. Donc en réalité, on n'économise rien et on fait croire. Là aussi, il y a une espèce de mythe, une espèce de confiance aveugle dans la technique. Encore une fois, pour moi, la technique, ce n'est qu'un outil, ça ne remplacera jamais la présence humaine. L'usage de gauche des caméras, c'était ça. Ouais. Et l'usage de droite, ça serait quoi? En fait, la différence, c'est que le financement, l'État pour la gauche... C'est d'abord le fait que l'on confie largement au privé. Et c'est d'ailleurs dans la LOPSI. Il y a un article de cette loi qui prévoit que l'on peut déléguer une partie des images au privé, c'est-à-dire sans contrôle de la puissance publique. Moi, je suis attaché au rôle régulateur de l'État et à la puissance publique. Mais il y a des prestations privées dans un aéroport, par exemple, la sécurité, elle est totalement effectuée par des boîtes privées, quoi. Complètement. Quelle est la différence là-dessus? S'il y a un contrat, s'il y a des contrôles, s'il y a... L'État peut déléguer. Encore faut-il qu'il exerce ce contrôle sur les entreprises publiques. Vous savez, l'eau, c'est pareil. C'est par la CNIL, c'est ça ce que vous disiez. En l'occurrence, pour la société privée, ça ne peut pas être par la CNIL. Ça. Ça peut être par un outil qui est créé d'ailleurs dans la LOPSI, dont on va voir s'il peut avoir une fonction, qui s'appelle un Conseil national des activités de sécurité privée. Vous avez l'air de beaucoup y croire. Non, mais je condamne pas. Je dis encore. Je souris parce que tel qu'il est imaginé, pour le moment, je ne suis pas certain qu'il soit performant. Mais je ne peux pas faire de procès d'intention. Expérimentons. Je suis contraire avec mes propos que j'ai tenus tout à l'heure. Il a été décidé, il va peut-être être créé. Il sera financé par les entreprises privées, ce qui pour moi est une petite difficulté. L'État, il sera majoritaire, ce qui est plutôt rassurant. Mais il y a des problèmes d'accès, par exemple. Pardon d'être technique, mais c'est ce fameux conseil qui donnera les cartes professionnelles pour les emprises de sécurité privée. Ça sous-entend que pour donner une carte, ils ont accès à des fichiers de l'État. Je ne suis pas certain qu'ils aient qualité pour avoir accès à ces fichiers de l'État. Et donc là, moi, j'ai un problème en matière de liberté publique. Allez, une dernière question sur le flashball et on passe à la suite. Non, pareil, dans les symboles de ce qu'est une politique sécuritaire de droite, on entend beaucoup à gauche que taser, flashball sont deux grands méchants. Ouais. Est-ce que... Selon le contexte, vous faites partie des gens qui auront leur mot à dire sur le programme du PS en matière de sécurité. Est-ce que vous demanderez la suppression de ces deux outils utilisés par la police? Je ne fais pas un trait d'égalité entre le taser et le flashball.
Le taser, j'ai déposé des amendements quand on a voté la loi pénitentiaire pour interdire son usage à l'intérieur des établissements pénitentiaires. Je ne crois pas que ça soit utile. Je pense qu'il y a des tas de moyens, même quand une personne est dans une situation de folie, y compris pour protéger le fonctionnaire, parce que le taser n'est toujours envisagé que dans la dimension de Les deux protection. ont fait des morts, dans des contextes où leur utilisation est remise en cause. Oui, mais il n'y a pas, à ma connaissance aujourd'hui, en France, d'enquête qui démontre le lien de corrélation entre le décès et le taser, si ce n'est que ça intervient sur des personnes qui ont pu avoir. Bon, mais à l'intérieur des prisons, j'étais contre l'étranger une fois de plus. Oui, sur les prisons, je suis contre à l'intérieur de l'utilisation du taser. Donc le taser me paraît un élément de protection d'un fonctionnaire dans une situation de danger pour lui. Il faut avoir vécu, ce que je n'ai pas fait, mais j'ai rencontré des personnes qui l'ont vécu, ce que c'est que la volonté de maîtriser quelqu'un qui est dans situation de folie, qui est armé d'une arme blanche et qui, quand on ne voit pas comment on peut l'attraper autrement qu'en utilisant ça. Donc, encore une fois, je demande moi une évaluation de cette affaire. Je pense qu'il doit y avoir moyen d'avoir des avis contradictoires de façon à mettre tout le monde d'accord, parce que par essence, tout le monde veut protéger les policiers qui interviennent et personne ne veut faire de mal à celui qui est en face par volonté. Je fais une différence très nette avec le flashball, qui est un outil qui n'est absolument pas aujourd'hui précis dans sa manière d'être utilisé, dont on a mesuré à l'évidence de manière avérée par la Commission nationale de déontologie de la sécurité qu'il avait causé des dommages beaucoup plus forts que ce que nous disent ceux qui nous les ont promus, et que donc là pour le coup un moratoire sur l'usage des flashballs me paraîtrait de bonne politique. Je ne le dis pas sur le taser pour être tout à fait honnête, et même si je dois me faire agonir par vos internautes. C'est dit, on va passer à la partie réseaux sociaux avec une confidence que vous m'avez faite avant cette émission. Europe 1 présente Petit stream entre amis reçoit Jean-Jacques Urvoas, monsieur sécurité OPS, également blogueur et ex-membre du réseau social Facebook. Vous m'avez dit en préparant l'émission ce matin, j'ai assisté à un speech de Alex Türk, le président de la CNIL. Il parlait des réseaux sociaux, de la vie privée, de l'identité numérique. Dès que je suis rentré chez moi, quick, j'ai annulé ma page Facebook. J'ai fermé mon compte Facebook. Alors pourquoi et qu'est-ce qui vous a dit de si encourageant à ce niveau-là? Alors sans doute que ça va paraître parfaitement banal pour ceux qui vous écoutent et qui sont habitués de ces choses-là, mais j'ai découvert avec Alex Türk qu'on n'avait plus le droit à son image. C'est-à-dire qu'une fois que sur Facebook, on publiait des photos, et d'ailleurs j'avais été surpris moi sur ma page que des personnes publiaient des photos de moi sans me demander mon avis, ce qui est à soi déjà bizarre, mais qu'une fois que ces photos étaient publiées, je ne pourrais plus en contrôler l'utilisation qui allait en être faite. Et ça m'a donné une espèce de vertige en me disant, moi, je veux être propriétaire de mon image, je veux avoir un droit à ma mémoire, je veux pouvoir effacer des éléments de ma vie si j'ai envie d'en effacer, et je ne vois pas pourquoi je laisserais quelqu'un en disposer. En plus, quand il nous a expliqué l'incroyable facilité qu'il y avait de captation des données qui figuraient sur ma page Facebook avec des informations que je donnais sans m'en rendre compte et qu'on allait m'utiliser, qu'on allait m'envoyer après des fichiers ciblés, là, et j'ai eu le sentiment vraiment que j'étais nu, que je ne savais pas, et qu'il y avait une foule qui me regardait, et c'était pas une posture que j'avais envie de continuer. Donc j'ai supprimé ma page Facebook dans la seconde. Le président de la République hier a évoqué le fameux G20 d'Internet où il parle non pas d'un Internet régulé, mais d'un Internet civilisé, avec en tête, puisqu'il s'adressait, je crois, au ministre de la Culture, la question de la protection des créateurs, de leurs droits, donc le volet qui renvoie évidemment à la loi Hadopi. Mais d'après vous, est-ce qu'il faut réguler Internet, ou en tout cas le civiliser? Et quels sont, d'après vous, les chantiers prioritaires? Je me demande vraiment si ce n'est pas un combat perdu, ça. 20. Moi, j'ai participé ce matin à une réunion sur la cybercriminalité. Il n'existe aujourd'hui aucune législation, aucun code international de régulation de quoi que ce soit. Non pas parce que les États n'y ont pas pensé, mais tout simplement parce qu'ils se sont rendus compte que c'était matériellement pas faisable. Il n'y a que les dictatures qui y arrivent à peu près. Oui, voilà, évidemment, mais ça, comme c'est pas l'ambition d'une grande partie des Français que de vivre dans une dictature, il faut donc en accepter les risques. Vivre à soi seul est d'ailleurs un risque, puisque la seule justice humaine, c'est qu'on est là pour en finir. C'est pas d'une
une totale gaieté, mais en même temps, c'est une réalité. Ça, c'est vrai. Hein. Oui, mais c'est vrai, c'est pas la peine d'aller vous coucher tout de suite. C'est définitif. Et donc, du coup, il n'y a pas d'organisation internationale de régulation, donc ça ne peut être que dans le cadre régalien. Et s'il y a vraiment quelque chose qui me paraît totalement illusoire, c'est d'imaginer que l'on pourra, hormis la contrainte, mais je ne crois pas que la contrainte soit une bonne politique dans ce domaine, parce qu'elle me paraît vouée à l'échec. Est-ce que l'impuissance est une meilleure politique dans ce domaine ? Parce que l'ONU, par exemple, grande organisation internationale, avant d'exister, c'était une illusion aussi. Sauf que des gens y ont cru et l'ont mise en place. Et ça fonctionne ? Ça, je vous les juge, moi je pose des questions. Alors, le rôle est facile. Moi, il me semble que c'est un mur, alors que l'Internet est de l'eau. Et on n'arrêtera pas de l'eau avec un mur. Voilà. Donc la responsabilité du politique, c'est quoi ? C'est de regarder Non, la responsabilité du politique, d'abord, elle est de ne pas dire qu'on a toutes les responsabilités. Quand on fait confiance aux citoyens et qu'on vit dans une république, ça sous-entend que les citoyens ont des droits et des devoirs. Donc eux aussi doivent être conscients de ce qu'ils font. Après tout, quand ils téléchargent quelque chose, ils savent, j'imagine, que c'est illégal. Ils savent que c'est gratuit surtout. Ils savent que c'est gratuit, mais ils savent aussi que c'est illégal. Et donc du coup, ils savent qu'ils se mettent en infraction avec la loi. Le moteur, c'est plus le côté gratuit que le côté sulfureux de « oulala ». Oui, sauf que dans la vie, on passe son temps à choisir entre un risque et un plaisir. Mais est-ce que ça passe pas justement par l'éducation ? On se dit que c'est tellement imprégné. Est-ce qu'à l'école, par exemple, à côté de l'éducation civique, non, mais c'est une tarte à la crème, sauf que ça n'existe pas et que, jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas entendu le PS dire on va rajouter un cours et donc avoir les profs pour éduquer les gens. Donc une tarte à la crème qui mérite qu'on en parle quelques secondes. Par quoi ça passerait l'éducation des jeunes ? J'ai le sentiment d'abord que les jeunes sont beaucoup plus éduqués. Est-ce que c'est aux vieux d'éduquer les jeunes sur cette question-là ? Sur cette question-là, il faudra des profs j'ai le très jeunes. sentiment que pour avoir été enseignant avant d'être parlementaire, je ne suis pas certain que j'ai eu l'audace d'expliquer aux étudiants, parce que j'étais à l'université, d'expliquer quoi que ce soit dans ce domaine. J'avais plutôt le sentiment que m'expliquer comment on pouvait gagner du temps par rapport à des choses que je leur disais. Les jeunes disent la vie privée, enfin, le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, dit la vie privée, ça n'existe pas. Absolument. Donc il y a peut-être un passage de témoins entre générations pour dire attention. Écoutez, moi j'ai fait venir dans ma circonscription Alex Turc justement pour une conférence, parce que je pensais que j'avais un devoir. Il n'a pas 15 ans, c'est le moins qu'on puisse dire. Qui n'a pas 15 ans. Mais j'étais très surpris de voir effectivement, dans les 300 personnes qui à Quimper sont venues l'écouter, il y avait une majorité de jeunes qui venaient voir ce qu'était cet usage et ce fameux droit à la vie privée dont on leur disait qu'il n'existait plus. Mais c'est parce qu'effectivement, on en avait un peu parlé. Le problème, c'est que c'est un serpent qui se mord la queue, parce que pour inviter à une conférence comme ça, il faut passer par des moyens qui ne sont pas nécessairement ceux que les autres. Ce qui est quand même curieux, Jean-Jacques Urvoas, c'est, j'ose pas appeler ça un fatalisme, mais une forme de philosophie, parce qu'il y a quand même un certain nombre de sujets sur l'usurpation d'identité, sur le droit à l'oubli, sur la protection des données personnelles, où il y a sans doute, au-delà de voir l'avenir avec philosophie, une demande des citoyens d'être protégés. Et c'est étonnant que la gauche soit pas plus en pointe là-dessus. Mais la gauche, elle a évidemment envie de protéger. En même temps, elle ne peut pas promettre, comme le fait la droite, des choses dont nous pensons qu'à ce stade, en tout cas de nos connaissances, nous pourrons garantir le résultat. Dans la politique de sécurité, puisque c'est le sujet sur lequel je suis le moins mauvais dans la vie politique, nous revendiquons justement le fait que le local peut être porteur de solutions et que donc ce n'est pas en étendant immédiatement quelque chose qui a marché quelque part que l'on peut garantir le résultat. Donc moi, je suis peut-être fataliste dans ma manière d'aborder les techniques, mais en même temps, je ne suis pas du tout pessimiste sur notre capacité à les faire évoluer. C'est-à-dire, je suis pessimiste sur le fait que le droit aura du mal à suivre l'évolution de la technologie. Donc vous croyez plus à la question éducative et à la formation ? Je pense plus à la pratique, je pense plus à l'usage que l'on en fait, je pense plus au fait que les internautes sont eux-mêmes capables de générer des contre-éléments. Vous savez, il y avait un truc très bizarre que je lisais l'autre jour, ce sont les internautes qui avaient trouvé d'où venaient des fuites dans une entreprise, alors que les organes de régulation, la police, la justice, ne le trouvaient pas. C'est des internautes qui avaient pris des moyens. Alors, je ne suis pas pour que chacun fasse sa police, entendons-nous bien, mais il y a là, je crois, une technicité. Je vais vous dire un autre exemple. Il vient d'y avoir en Grande-Bretagne, lancé par les firmes de sécurité et d'informatique, un grand exercice où 4000 personnes ont participé pour simuler une guerre cybernétique. Certains étaient chargés d'attaquer, les autres étaient chargés de prévoir justement ces moyens. Il y a une journée dans toute l'Europe à l'initiative de je ne sais plus quel organisme, il y a un mois là-dessus. Voilà. Moi, et aux États-Unis l'année dernière. J'ai regardé la Grande-Bretagne
Et dans les 4000 personnes, ce qui était frappant de constater, c'est qu'une grande partie de ceux qui ont participé étaient totalement autodidactes. Et donc n'étaient absolument pas connus, n'avaient pas fait des écoles. Et donc du coup, il y avait des potentiels hackers qui ont d'ailleurs été immédiatement repérés, non pas par les forces de sécurité, c'est là où je trouve que les anglo-saxons sont habiles, mais par les entreprises qui les ont immédiatement embauchés ou ont fait des formations avec eux de façon à retourner les risques de c'est l'intelligence collective. C'est Internet comme ascenseur social. Patrice Thomas. Il y a une idée dans l'air aux États-Unis, c'est l'administration Obama qui y réfléchit, qui a confié au secrétariat au commerce et non pas à l'intérieur, l'idée de créer une sorte d'identité numérique pour chacun des Américains, histoire d'organiser un peu les choses. Et ils sont passés non pas par la police, mais par le commerce, en disant ça vous évitera d'avoir à mémoriser des douzaines de mots de passe, et ça sera votre identité sur Internet. Est-ce que c'est quelque chose qui est imaginable ? Pourquoi ça ne le serait pas ? Pourquoi ça ne le serait pas ? Je n'ai pas d'avis là-dessus. Je me méfie. On peut usurper l'identité. Je pense que n'importe quel hacker de 12 ans et demi va nous expliquer que c'est d'ailleurs ça va le faire aujourd'hui sourire, dans la fameuse LOPSI qui justifiait votre invitation, dont je vous remercie, c'est que justement, il y a là aussi des éléments qui sont destinés à combattre les usurpations d'identité. Mais après, que les Américains choisissent de le confier au commerce, c'est pas en soi une surprise. C'est pour contourner un petit peu cette sorte de réticence. La oui, carte mais d'identité le droit aux États-Unis, américain c'est quelque chose en cela compliqué parce qu'il a une manière d'aborder les problématiques qui ne sont pas du tout celles que nous avons, nous qui sommes un pays latin, qui croyons à l'esprit de raison et au cartésianisme, qui n'est pas du tout le propre des anglo-saxons. Et d'ailleurs, même si on prend Internet, à ma connaissance, l'entreprise qui est propriétaire des numéros de domaine est une entreprise de droit californien, et que si je veux contester le fait qu'on ne peut plus utiliser urvoise.org, qui est mon blog par exemple, je suis obligé d'aller porter plainte devant un tribunal en Californie, et le tribunal d'appel est un tribunal qui n'est pas un tribunal de Californie, mais qui est aussi un tribunal de commerce dans l'État fédéral, qui est une notion qui spontanément peut te surprendre. Comment se fait-il que mon identité, mon nom qui m'appartient, soit protégé par du droit commercial californien, quoi. Et votre identité, c'est-à-dire l'idée d'avoir une carte d'identité numérique, d'avoir un Urvoas 2.0, c'est quelque chose qui est imaginable pour organiser comme une empreinte digitale en fait. À soi seul, je reconnais mon incompétence pour vous donner un avis qui aurait une quelconque pertinence. Bon, on va passer à la suite, on va parler de politique. Générique. Europe 1 présente Jean-Jacques Urvoas, député PS et strauss-kahnien. On aborde la partie primaire de cette émission. C'est incontournable aujourd'hui quand on reçoit un socialiste. Il doit passer sur le bio des primaires. Alors on va vous poser tout un tas de questions qu'on pose souvent. C'est le calendrier, la machine à gaz, qui est le mieux placé, etc. Enfin bon, tiens, je laisse Jonathan prendre l'initiative là-dessus. Il connaît très bien les questions liées au Parti socialiste. Non, on va commencer par ce qu'on vous revendiquez le terme de strauss-kahnien, donc on va partir là-dessus directement. On va pas faire de chichi. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, on va aussi rappeler qu'il y a des sondages tout à fait flatteurs et qui doivent le flatter, même si on attend toujours un commentaire. En tout cas, vous, ça doit vous faire plaisir. Mais quand même, si on se pose 2 minutes pour se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'absurde à être si haut dans les sondages alors que 1, on fait aucune proposition, 2, on participe à aucun des débats qui peuvent intéresser les Français en ce moment, 3, la dernière fois qu'on a été en situation de le faire, c'était il y a quand même bien longtemps maintenant. On disait tout à l'heure en souriant, on parlait de bulles. Pour le coup, une bulle, ça a tendance à exploser en fin de compte. Est-ce que c'est pas le principal risque pour DSK aujourd'hui ? C'est d'être tellement gonflé qu'il peut que se dégonfler. Bien sûr que oui. Vous avez parfaitement raison. C'est un phénomène qui est, sur un plan sondologique, parfaitement anormal. Il ne dit rien et il est très haut dans les sondages. Parce qu'il ne dit rien, il est très haut dans les sondages. C'est ça qui est bizarre. C'est comme Dieu. C'est ça qui est bizarre. Mais un de mes copains disait l'autre jour que si on faisait un sondage auprès des Français pour savoir quel est le meilleur footballeur, sans doute qu'il ferait pas mal de voix, Strauss-Kahn aussi, quoi. Mais on pourrait rassurez-nous derrière Zidane quand même. Je ne sais pas. Ah, vous êtes vraiment strauss-kahnien. Oui, je suis totalement aveuglé. Mais en même temps, on pourrait tout à fait comprendre que, ne disant rien, il soit très bas dans les sondages. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment il est haut dans les sondages en ne disant rien. Donc, il correspond à l'évidence à quelque chose que les Français ont envie de voir venir leur parler de leur pays. Alors. Non, parce que, attendez, c'est pas un inconnu, Dominique Strauss-Kahn. Il a quand même un tout petit passé. Il a été un excellent ministre de l'économie et des finances. Peut-être qu'il y a une dimension de nostalgie de la part des Français, parce qu'à l'époque où Dominique Strauss-Kahn était ministre des Finances, le pays allait beaucoup mieux qu'il n'allait aujourd'hui. L'Europe aussi allait mieux. Sans doute regarde-t-il avec un peu d'intérêt ce qu'il fait au niveau du FMI. Sans doute ne trouve que son... Ça, vous y croyez vraiment ou pas ? Parce que quand Moi, on regarde, notamment dans le peuple de gauche, on a l'impression que dès que le mot FMI est prononcé, c'est quand même un problème. Non, quand on écoute les
Grecs, quand on écoute les Portugais, quand on écoute les Irlandais. Mais il y aura un problème là-dessus. D'abord, moi je vois que quand les Grecs ont eu l'occasion de voter, ils n'ont pas vraiment sanctionné le gouvernement socialiste. Et donc je peux considérer que... Mais ils ont manifesté dans la rue avec des slogans qui n'étaient pas franchement ce qui était d'ailleurs assez normal. Et Dominique Strauss-Kahn, sauf erreur de ma part, a d'ailleurs dit que s'il avait été en Grèce à ce moment-là et s'il avait été grec, il aurait probablement aussi participé aux manifestations. Mais même lui, il essaye d'expliquer qu'en gros, le FMI, c'est pas complètement lui, mais en même temps, c'est lui. Mais il a complètement raison. Le FMI, ce n'est pas Dominique Strauss-Kahn, c'est une association internationale dans laquelle il y a plein de pays. Il en est le directeur général, il n'en est pas la totalité de responsable. Il y a des décisions qui sont prises, qu'il exécute. C'est un exécutant. Il n'est pas le patron du FMI, il est le directeur général. Parlons de cette galaxie de gens qui le soutiennent, enfin qui l'aiment, puisque pour l'instant il n'est pas candidat donc il ne peut pas être soutenu. Comment vous travaillez, vous les Strauss-Kahniens, sur une hypothèse? Concrètement, comment ça se passe? Qui donne les instructions? Est-ce qu'il y a des gens est-ce qu'il y a une espèce de shadow, shadow cabinet, d'un shadow candidat dans une shadow campagne qui n'a pas encore commencé? Mais il n'y a pas plus de galaxie de préparation de l'arrivée de Dominique Strauss-Kahn, il n'y a pas d'organisation. Dominique Strauss-Kahn est pleinement directeur général du FMI et il n'y a que quand on voit des journalistes qu'on me pose ce genre de questions. Mais non, mais vous n'avez pas des teams. Les Français, c'est les mêmes questions. Vous ne faites pas des fiches entre vous? Eh ben non, désolé, mais vous ne voyez pas. Si on se voit d'abord parce que souvent certains d'entre nous sont parlementaires, donc c'est des collègues de travail. Donc non, mais il y a aussi ses experts, par exemple Gilles Finkelstein qui pour la 2e semaine consécutive nous devait venir et qui publie un bouquin qui s'appelle La dictature de l'urgence. On pourrait croire que c'est DSK qui parle du calendrier des primaires. Non, c'est simplement Gilles Finkelstein qui analyse un phénomène tout à fait passionnant d'ailleurs, qui est le raccourcissement du temps dans notre société. Vous le connaissez? Je connais bien Gilles Finkelstein. Alors, vous le voyez souvent? Il faut une campagne un peu plus longue alors, parce que le problème de DSK, c'est justement de raccourcir la campagne. Moi, je pense que beaucoup de camarades lui reprochent. Je pense que la campagne sera comme toutes les campagnes présidentielles depuis 1965, elle sera courte. Parce que les Français n'ont pas envie, pendant 8 mois, de voir des candidats battre le pavé. Non, mais la campagne présidentielle, c'est une chose. La campagne des primaires pour le PS, mais le nombre de candidats, le nombre de nuances qu'il va falloir apporter, sachant que vous allez passer votre temps à expliquer qu'évidemment, vous pensez tous la même chose, puisque vous êtes dans le même parti, mais qu'en même temps, il faut voter pour moi et pas pour le voisin. Ça demande du temps et de la pédagogie, c'est le moins qu'on puisse dire avant de faire comprendre. Mais je ne suis pas certain de ça. Sinon, ce sera balle des égaux dans l'opinion. Vous ne croyez pas? Non, je ne crois pas. D'abord parce que nous apprenons de nos échecs. Il peut y avoir quelques idées. Voilà, quand on est Strauss-Kahnien, c'est quoi les idées qu'on mettra en avant en disant Strauss-Kahn, il sera un meilleur candidat que Aubry ou que Ségolène Royal parce que François Hollande, parce qu'il y a 3 idées forces qui pour moi, Dominique Strauss-Kahn serait un bon candidat contre Nicolas Sarkozy. C'est pas un meilleur candidat que Martine Aubry ou de Ségolène Royal. Il faudra d'abord qu'il passe par les primaires. Donc, mais bien sûr qu'il passera par les primaires. Mais ne faites pas d'une montagne quelque chose d'insurmontable. Il y a des tas de gens qui sont alpinistes. La dernière fois, il a eu un petit peu de mal à surmonter cette échéance que vous semblez balayer du revers de la main. Mais non, je balaye absolument rien du tout. Une campagne présidentielle, c'est une campagne dans laquelle on franchit les haies les unes après les autres en ne jamais perdant de vue l'objectif qui est de battre Nicolas Sarkozy. Bon, si nous avons inventé le système des primaires, c'est parce que dans le passé, il nous est arrivé de connaître des ratés dans la désignation de notre candidate, en l'occurrence, en 2007, ce qui n'a pas permis le nécessaire rassemblement, parce qu'on ne peut pas gagner au présidentiel si on ne rassemble pas sa famille et si on ne l'élargit pas après à son camp pour arriver à plus de 50%. Donc c'est parce que nous ne sommes pas au pouvoir que nous avons appris, c'est comme pour la sécurité. Mais vous avez appris quoi? Parce que vous avez organisé une primaire en 2006 pas avec une chose, désignation massive qui forcément, vous le Strauss-Kahnien, vous a pas convaincu. Mais qu'est-ce qui fait que le rassemblement, c'est la faute de celui qui a gagné et pas la faute de ceux qui ont perdu, qui se rassemblent pas derrière le vainqueur? Mais parce que c'est la faute. On a l'impression qu'on est en CP là, en expliquant ça. C'est pas la faute de quelqu'un, c'est la faute de tout le monde. Il n'y a pas de bouc émissaire. Ségolène Royal n'a pas perdu par sa faute. Elle a perdu parce que nous n'avons pas su la porter assez haut. J'ai fait campagne, moi, à Quimper. Elle a fait 57% à Quimper. J'ai fait 57% derrière aux élections législatives. Je dois beaucoup à Ségolène Royal dans mon élection et je n'avais pas soutenu dans les primaires internes à Ségolène Royal. C'est pas intéressant. Et au Quimperois. Oui, mais justement, je dois beaucoup à la capacité d'entraînement qu'elle avait engagée. Mais c'est pas le problème. Le problème aujourd'hui, c'est de savoir comment on désigne le meilleur candidat pour battre Nicolas Sarkozy. Figurez-vous que quand on se voit, c'est la seule question qu'on se pose. Donc c'est celui qui rassemblera le plus largement. Mais au-delà des camps, du camp socialiste, de la famille de gauche, au-delà des 50%. Oui, mais déjà, si on s'arrête à la famille de gauche, on a reçu Jean-Luc Mélenchon, on l'entend régulièrement, on le voit mal s'allier. Il explique quand même que DSK, c'est pire que Sarkozy. Oui, je pense que ça doit vous interroger quand même. C'est pas ce qu'il dit de plus intelligent. Oui, mais c'est une réalité. Ça n'empêche qu'il sera probablement candidat en 2012. De l'autre côté, on voit que les Verts
sont pas spécialement enthousiastes au retour d'un Dominique Strauss-Kahn ou d'autres. Hein. C'est pas pour cibler, mais ce sont pas on les reste sur ce appareils. schéma-là. Oui, mais ça reste vos alliés traditionnels. Mais bien sûr. Mais ce ne sont pas les appareils, ce sont les idées. Je reviens à ma question. Oui. Est-ce que vous pourriez nous dire, être strauss-kahnien, c'est quoi? Ouais, mais comme vous posez 15 questions à la fois, moi j'essaie avec un tout petit cerveau. Alors attendez, réfléchissez. Pendant que vous réfléchissez, je vous lis un tweet et vous nous expliquerez ce que c'est que le strauss-kahnisme ou être strauss-kahnien. Donc là, ça vous fait déjà 10 secondes, vous êtes bien. Et le temps que je lise le tweet, vous en avez 10 de plus. C'est un tweet qui nous est envoyé par Monde de Droite. Quand on pense au FMI, on pense également à la Tunisie de Ben Ali, modèle pour les pays émergents, Dixit DSK. Et il ajoute, le tweetos, je dis ça, je dis rien. Est-ce qu'il a dit une ânerie quand il a dit la Tunisie est un modèle pour les pays émergents? Il y a une vidéo qui court sur Internet. Écoutez, à la suite d'une visite. C'est une ânerie ou pas? Non, c'est une ânerie de croire qu'il a dit ça. Il est allé... Oui, pardon, mais il est allé en 2008, au moment où la crise démarrait, et il a dit que la Tunisie, à ce stade de la crise, résistait mieux que d'autres pays dans une situation comparable. Et il a fait un discours qui est long, qui ne se résume pas aux 3 phrases que l'on prend là. Enfin, c'est pas à vous que je vais expliquer que quand on coupe une phrase et qu'on l'enlève de son contexte, vous trouverez dans les derniers rapports, et notamment en 2010 du FMI, un paragraphe, presque une page, qui explique que la Tunisie devrait s'occuper du chômage massif des jeunes, dans lequel il y aura une difficulté. Et donc, je mets au défi quiconque de trouver un mot de soutien de Dominique Strauss-Kahn à la situation économique. Alors, très vite, qu'est-ce que c'est qu'être strauss-kahnien, pour rebondir sur la question de Patrice Thomas? Je vous aurais bien coupé, David. Être strauss-kahnien, c'est penser d'abord que le monde ne va pas bien et qu'on peut le mettre dans le bon sens. C'est-à-dire de considérer qu'aujourd'hui, et notamment depuis 10 ans, on fait exactement l'inverse de ce qu'on devrait faire si on s'intéressait au bien commun, si on s'intéressait à l'intérêt général. C'est de croire que l'État a une capacité de régulation, pas dans tous les domaines, mais dans les domaines de priorisation. C'est de croire que dans ce pays, il n'y a aucune espèce de fatalité à ce que les riches soient plus riches et les pauvres soient plus pauvres. Parce que ça a l'air tout bêta, mais très honnêtement, depuis que je suis parlementaire, je découvre des aspects, pas dans ma circonscription parce que je ne suis pas une circonscription qui est sinistrée sur le plan social, mais dans mon travail de parlementaire m'occupant des domaines de sécurité, où l'État abandonne toutes ses responsabilités. Et on est dans des endroits où c'est la jungle, où il n'y a aucune capacité de régulation. Eh bien, être strauss-kahnien, c'est croire à la capacité de régulation. C'est ça le distingue des autres. Par rapport à François Hollande, Ségolène Royal, Martine Aubry ne pourrait pas dire Jean-Jacques Urvoas, vous avez raison. On a l'impression que ça c'est votre socle commun. Mais j'espère bien que c'est notre socle commun. Est-ce que c'est un positionnement aussi? Est-ce que c'est vers le centre? C'est une manière d'aborder les problématiques sans avoir de grille préconçue. Ce qui fait la force de Dominique Strauss-Kahn, c'est que j'ai justement quelqu'un qui analyse la réalité et qui cherche la bonne réponse, qui n'est pas dogmatique. Il l'a montré, il est pragmatique, mais en même temps, il ne perd jamais de vue l'intérêt général. C'est-à-dire qu'il n'a pas une solution à courte vue. Il est capable de prendre des risques, il est capable de demander y compris des sacrifices, parce ce qu'il a fait sur Sarcelles, parce qu'on est toujours quand même le résultat de ce que l'on a fait. Eh bien, quand on regarde sur Sarcelles, par exemple en 2005, quand vous avez des émeutes en France, où les banlieues sont embrasées, eh bien à Sarcelles, il n'y a pas ça. Eh bien, il n'y a pas ça parce que Dominique Strauss-Kahn en a été le maire pendant longtemps, que François Pupponi aujourd'hui continue le travail et que c'est un des endroits où pourtant la crise est la massive, eh bien, il n'y a pas eu d'émeute urbaine à Sarcelles. Il est temps de se quitter. On terminera sur cet exemple de Sarcelles. Sarcelles, ce pourrait être la France en plus grand pour Dominique Strauss-Kahn. On dirait du Ségolène Royal. Ça rappelle Poitou-Charentes. Voilà. Alors, Jean-Jacques Urvoas, merci d'avoir été notre invité. J'imagine que vous mettrez cette vidéo sur votre blog. On compte sur vous. Et celle de DSK. Petit stream entre amis, c'est terminé. On va se retrouver la semaine prochaine. Si vous avez raté cette émission, si vous voulez la revoir, rendez-vous sur YouTube, sur europe1.fr ou sur Dailymotion. Petit stream entre amis revient la semaine prochaine. Merci Jonathan Boucher-Petersen. Merci David. Et merci Patrice Thomas d'avoir été à cette table pour interroger Jean-Jacques Urvoas. Allez, ciao, c'est fini.